pour aller vers Mars dans peut-être 20-25 ans. Toulouse, c'est vraiment le hub européen pour le domaine spatial. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette table ronde. Donc je vais présenter les intervenants que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Donc Marie-Laure Gouzy, qui est Country Manager de Pancher Aerospace. Alexis Paillet, du CNES, qui est responsable de Take the Moon et de Spaceship. Sophie Champagne, donc, qui est coordinatrice du district et qui remplace Catalina Rodriguez. Et on a la chance qu'elle soit là parce qu'elle va pouvoir nous parler de tous les aspects business. Philippe Binas, qui est adjoint au directeur en charge de Connect by CNES, au CNES. Et Alexandre Tisserand, donc, qui est le directeur général de Kineis. Donc là, aujourd'hui, on va vous parler de New Space et puis de ce que peut faire l'industrie et de New Space au-delà et le futur. Donc de mon côté, moi, je suis Éric Luvisuto. Donc j'ai créé mon entreprise de conseil il y a quelques années, après avoir passé beaucoup de temps au CNES, dans l'objectif de faire partager mon expérience donc à mes clients. Et j'ai aussi cofondé un groupe d'experts du spatial, parce qu'on va plus loin à plusieurs. Alors commençons tout de suite avec le New Space. Et qu'est-ce que c'est? Donc on en a longtemps parlé, et ça fait des années qu'on parle autour de ça. Donc je vais affranchir la table ronde d'en parler. Je vais moi-même en donner la définition pour eux, leur permettre de se concentrer sur leur proposition de valeur. Donc qu'est-ce que c'est une entreprise du New Space? Bon, le New Space repose sur de la miniaturisation, une réduction des coûts, l'utilisation d'innovations, que ce soit d'usage ou technologique, donc on verra de la deep tech. Il y a également une plus forte acceptation des risques. On accepte que les satellites tombent en panne, du coup on peut en lancer beaucoup plus. Et enfin, on peut dire qu'il y a une forte appétence du privé pour financer toutes ces startups. Donc les derniers éléments, c'est surtout la donnée qui vient au centre du jeu. Et donc on passe d'une industrie, on va dire, de produits à une industrie de services. Alors, combien il y a de startups qui font du New Space en France? Donc, j'ai présenté là une cartographie, un travail qu'on avait réalisé avec mes collègues de Toulouse Space Team. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous trouverez tout ça sur le site Toulouse Space Team. C'est juste pour illustrer qu'il y a environ 70 startups en France qui travaillent sur la partie amont du New Space. Et juste pour fixer les choses, donc il y en a... Pardon, je trompe de bouton. Il y en a quand même une quarantaine en Occitanie, donc il y en a presque les 2/3. Donc on retrouve bien la proportion identique du New Space avec le spatial historique, qui est à savoir que Toulouse, qui est le cœur battant du spatial en France et en Europe, c'est aussi le cœur battant du New Space en France et en Europe. Alors il y a quelques entreprises, donc on le verra, donc Marie-Laure nous l'expliquera tout à l'heure, quelques entreprises étrangères qui s'installent en France et qui particulièrement s'installent à Toulouse, elle les expliquera pourquoi. Donc il y en a, à Toulouse, il y en a un petit peu moins d'une dizaine. Donc Toulouse représente un vecteur d'attractivité important pour le spatial. Donc je vous propose de commencer tout de suite une présentation de l'offre Connect by CNES. Donc Philippe, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est Connect by CNES et à quoi ça sert? Oui, bonjour à tous. Donc Philippe Bias, donc je suis adjoint au sous-directeur et pas adjoint au directeur. Merci Eric. Mais bon. Donc Connect by CNES, c'est un programme du CNES qu'on a créé en 2018 pour accompagner le développement du New Space sur le volet économique, sociétal et environnemental. Donc l'offre d'accompagnement de Connect by CNES est représentée par ce qu'on appelle nous la roue Connect by CNES que vous voyez derrière moi. Donc le fondement de Connect by CNES repose sur l'expertise technique de l'ensemble de nos ingénieurs du CNES. C'est vraiment le pilier de l'offre Connect by CNES. Sans l'expertise technique, Connect by CNES n'existerait pas aujourd'hui. Donc en fait, c'est l'ensemble des labos thématiques, observation de la Terre, télécom, l'AMNAV, mais aussi depuis qu'on a apporté une brique de tout ce qui est orbite basse jusqu'à la Lune, il y a l'ensemble des experts du CNES.
Si je balaye rapidement le balayement à la roue, en fait, on a plusieurs volets. Donc le volet émergence, c'est tout ce qui permet d'initier le développement d'une jeune start-up qui a des ruptures technologiques ou ruptures de business model. On essaie de l'accompagner pour la positionner dans l'horizon de 5 ans. Donc ça, c'est le programme Next de Connect Backness. On a un volet idéation. Donc dans le volet idéation, il faut savoir qu'on organise avec le concours de l'ESA le seul hackathon spatial mondial, donc qui a lieu tous les 2 ans. Ça regroupe à peu près 65 villes au monde, 1700 inscrits. Donc c'est un hackathon dont l'objectif est de créer une start-up en 24 heures. Donc ce hackathon, la prochaine édition aura lieu en 2024. Nous avons volé accélération, incubation, accélération. Donc là, on pilote le programme ESABIC. On coordonne le programme ESABIC, Tech the Moon, dont Alexis pourra détailler plus précisément. Si je continue, on a un volet communication-promotion. Donc là, l'objectif, c'est d'aller au plus près des écosystèmes pour faire la promotion de l'usage du spatial et des technologies du spatial, pour favoriser l'appropriation par les acteurs, aussi bien institutionnels que professionnels. On a un volet formation, donc on a une formation qui est la formation des ambassadeurs. Donc on a aujourd'hui formé plus de 1500 ambassadeurs sur l'ensemble de la France. C'est une formation qui est en ligne, qui est gratuite, qui vous donne une vision de tout ce qu'on peut faire avec du spatial sur les usages. Côté financement, donc Connect Backness ne finance pas, mais peut vous orienter vers les bons guichets de financement, pilote certains programmes de financement de l'ESA, le programme BASS ou le Space Tickets. On a un volet territoire, donc en fait le CNES est une agence nationale, donc on se doit d'être au plus près des acteurs locaux. Donc on tisse des partenariats avec l'ensemble des acteurs institutionnels, les collectivités régionales, les régionales. Et on a créé en début d'année 2 événements, enfin on a créé deux programmes, si je peux appeler ça ainsi. On essaye d'avoir des bureaux Connect Backness en région, c'est-à-dire qu'on s'adosse avec des pôles de compétitivité pour avoir des bureaux qui portent la parole Connect Backness en région, parce que nous, on ne couvre pas toute la France. Donc le premier a été créé à Sophia Antipolis, dans ma région sud. On est en train de travailler sur le second pour la Bretagne, et puis après on va essayer de tisser ça au niveau de l'ensemble des régions françaises. Et on a créé aussi des événements Connect Backness, les rendez-vous Connect Backness, où on se déplace sur l'ensemble de la France pour prêcher la bonne parole du spatial. Et côté international, pour finir, donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est d'accompagner les nouveaux entrants, parce que nous, on parle plutôt de nouveaux entrants que de start-up, à l'international, à l'export, ou d'accompagner aussi les entreprises qui sont étrangères et qui veulent s'implanter en France et qui veulent créer de l'emploi en France. Donc tout ça, ça montre l'offre d'accompagnement de Connect Backness. Donc vous créez énormément d'événements, donc j'imagine que tous ces événements sont gratuits et accessibles à tous. Donc l'ensemble des événements qu'on organise ou qu'on co-organise sont bien sûr gratuits. Il suffit d'aller sur le site Connect Backness, on s'inscrit et on y va. En fait, moi ce que je vous encourage à faire, c'est vous connecter sur Connect Backness, vous inscrire à la newsletter de Connect Backness et vous recevrez l'ensemble des agendas, de l'ensemble des événements qu'on organise, qu'on co-organise, ou des événements qui sont liés au spatial et qui sont organisés par des tiers. D'accord. Tu as fait référence à l'ESABIC, donc l'ESABIC est aussi animé et coordonné par Aerospace Valley, donc ça fait une bonne transition avec l'intervention de Sophie. Donc Aerospace Valley, premier pôle aéronautique et spatial mondial, 800 entreprises, 140 environ pour le spatial, plusieurs offres, le district de Space Factory. Est-ce que tu peux nous parler du district? Donc du coup, c'est intéressant que tu sois là parce qu'il y a toute cette compétence business qui permet d'aider aux entreprises de se développer. Donc, qu'est-ce que le district? Qu'est-ce que ça offre? Alors bonjour à tous. Le district, c'est le dispositif de start-up d'Aerospace Valley. Donc on est un accélérateur pour les start-up plutôt matures,
Donc déjà avec un product market fit, une certaine maturité des équipes. Et on accompagne donc ces startups scale-up, on va dire, dans leur intégration au sein de l'écosystème en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, puisque Aerospace Valley se situe sur les deux régions. Et du coup, l'accompagnement va être vraiment à la carte en fonction de si la startup a besoin de lever des fonds, par exemple. On va accompagner sur ce niveau-là. Au niveau aussi de tout ce qui va être financement régionaux, financement public, tous les dispositifs européens, cascade fundings. On a des experts au sein d'Aerospace Valley qui vont vraiment aider les startups à démêler un peu tout ça, puisque ça peut être un peu la jungle au niveau des financements. Et ensuite, donc au niveau de la visibilité aussi, on amène les startups sur des événements comme la Mêlée numérique, par exemple, pour leur permettre de pitcher. Et le gros plus d'Aerospace Valley, ça va vraiment être la mise en relation, connectée avec des potentiels clients, potentiels fournisseurs, potentiels partenaires, pour aller justement sur des projets européens, des projets nationaux. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'effervescence dans les locaux du district au B612. Il y a combien d'entreprises ? Actuellement, on a 4 entreprises, puisqu'on vient de déménager et qu'il y a eu une petite transition. Mais on peut accueillir et d'ailleurs on a des nouveaux arrivants à partir de octobre, on peut accueillir jusqu'à 8 entreprises, on va dire. L'offre est aussi bien, donc on a un coworking space au sein du B612, mais l'offre est aussi remote, donc on peut accélérer des boîtes qui sont pas forcément à Toulouse, pas forcément dans nos bureaux. D'accord. Et donc, District existe depuis quand et vous avez accéléré combien d'entreprises ? Est-ce qu'il y a quelques exemples d'entreprises un peu emblématiques qui sont sorties du District ? Oui, bien sûr. Alors, le District a 4 ans à peu près, 3-4 ans. Et on a accéléré une bonne 35 sociétés, dont USpace, que vous connaissez tous, Pangea, donc, qui est au District. Cognitive Design System aussi sur un autre, plus de l'intelligence artificielle sur le manufacturing, donc plus sur le côté aviation par exemple. Voilà, de très belles boîtes, mais je vous invite à me contacter et à venir nous visiter. On est en train de refaire un peu la décoration en plus de l'espace, donc ce sera avec plaisir que je vous ferai visiter et que je vous présenterai les boîtes. Donc USpace qui s'est tellement développé, qui a poussé le district de l'autre côté en fait du bâtiment. Donc c'est assez intéressant. Donc merci de la transition pour parler de Pangea Aerospace. Donc Marie-Laure, qu'on connaît bien à Toulouse. Donc tu es maintenant en charge donc, de Pangea Aerospace France. Donc Pangea est une entreprise espagnole, barcelonaise, qui a pour objectif de faire la propulsion. Donc on l'a vu tout à l'heure sur la cartographie qu'il y avait une douzaine d'entreprises qui faisaient de la propulsion, qui faisaient des lanceurs en France. Pourquoi la France ? Pourquoi Toulouse ? Et ensuite, quels sont vos différenciants ? Qu'est-ce qui fait que vous allez réussir ? Hormis le fait que c'est Aerospace Valley qui vous accélère. C'est parce qu'on est bon, déjà, pour commencer. Non, merci Eric pour la transition, effectivement. Donc, comme tu l'as dit, Pangea est une entreprise espagnole qui a été fondée en 2018. Et donc, on est venu s'installer à Toulouse pour de multiples raisons. Déjà, la présence du CNES. On a tissé des liens très forts avec le CNES dès le début. Pangea a été la première société étrangère dans laquelle le CNES est rentré au capital. Donc ça, c'est à travers Space Founder. Donc ça, c'est très, très important. Également, ça a déjà été mentionné, on le sait, Toulouse, c'est vraiment le hub européen pour le spatial, pour le domaine spatial. On a nos potentiels clients qui sont présents sur place. On a de formidables écoles qui vont nous donner nos futurs ingénieurs et qui vont nous permettre de recruter plus facilement.
On a une supply chain qui est la plus performante en Europe et certainement une des plus performantes au monde au niveau spatial. Donc il n'y avait pas de discussion sur le fait de venir s'installer à Toulouse. En plus, bon, on est à 4 heures de Barcelone, donc ça simplifie d'autant plus les échanges. Ensuite, il y a quand même un dynamisme au sein également de cet écosystème et de la région qui fait que on est très bien accueillis, on est très bien accompagnés, que ce soit avec des entités comme Invest in Toulouse, que ce soit à travers bien sûr Aerospace Valley, que même si je connaissais très bien la maison déjà avant, forcément c'est toujours plus facile d'être suivi à travers le district également. Donc oui, pour nous, le choix de Toulouse était particulièrement évident de par son dynamisme et de toute l'attractivité. Ensuite, côté différenciant, qu'est-ce qui vous différencie des autres ? Exactement. Donc, tu as évoqué effectivement les lanceurs. Déjà, en Occitanie, il n'y a pas forcément d'acteurs sur le domaine des lanceurs. Il y a un autre acteur en fait, mais qui est en TRL très très basse, très bas, qui est exactement. en démonstration, en tentative de démonstration de concept pour l'instant. Exactement. Donc, c'était une place à prendre pour nous, donc un avantage. Et également, notre différenciant, comme tu l'as spécifié, nous, on est spécialiste de propulsion. On fait de la propulsion fusée avec un moteur qui est particulièrement disruptif, qui est le moteur Aerospike, qui va permettre d'amener vraiment de la valeur, de la performance par rapport aux moteurs qui sont classiquement utilisés, qui va amener des valeurs de réutilisabilité. Donc on va aller également vers un accès à l'espace plus durable que ce qu'on a à l'heure actuelle. Et on développe également de la propulsion satellite, donc pour la mobilité in space. Mais en aucun cas, nous, on ne va développer l'intégralité soit du lanceur, soit de la plateforme satellitaire. On est spécialiste en propulsion. C'est tout. Donc c'est aussi pour ça qu'on est particulièrement intégré dans le New Space, parce qu'on a notre expertise, certes, mais également un business model qui est assez disruptif, une approche qui est assez disruptive par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, où tout est intégral, enfin, où tout est verticalisé, où un acteur va maîtriser sa chaîne de bout en bout. Or, nous, notre approche, c'est qu'on se dit qu'on est en train de vivre au niveau du spatial ce que l'aéronautique a vécu il y a quelques années de ça, où on a vu cette segmentation par système et sous-système. Et donc maintenant, on a des grands intégrateurs et on a des fournisseurs spécialisés dans chaque sous-système. Et ça, c'est vraiment l'approche qu'a choisie Pangea. En se spécialisant sur la propulsion, on a vraiment une expertise très forte. La propulsion dans un lanceur, c'est quelque chose comme 50% des coûts globaux du lanceur, mais c'est aussi plus de 50%, voire 60% du risque d'échec. Donc, maîtriser la propulsion, c'est quand même une sacrée valeur ajoutée dans la capacité de pouvoir lancer avec des cadences qui vont être de plus en plus importantes dans les années qui viennent. Donc notre différenciant, il est là, à la fois sur notre technologie particulièrement disruptive, mais également sur notre approche, sur notre business model, en nous positionnant comme spécialiste de la propulsion. Et c'est tout, j'ai envie de dire. D'accord. Au niveau du développement, vous en êtes où ? Vous avez commercialisé des moteurs ? Alors, on est en cours de développement. On a bien avancé sur le moteur fusée, le moteur Aerospike, on atteint le TRL 7 bientôt. On va faire des premiers essais d'ici 15 jours à la DLR, à Lampedusa, parce que donc les infrastructures de test, il n'y a pas 50 sites possibles, hélas. Donc, il faut aller là où on peut aller. Donc on espère avoir un moteur certifié pour le vol d'ici fin 2024, début 2025, avec un vol inaugural cette même année. Et côté propulsion satellite, puisqu'on développe les deux gammes de produits, on est plus avancé, on a un TRL plus mature, on a commencé à procéder à des essais, et donc on espère avoir un device prêt à voler fin 2024. D'accord. Et d'ici là, vous cherchez des sous ? D'ici là, on cherche des sous, bien évidemment. Hein. Donc ça, c'est le lot de toutes les startups. Développer du hardware dans le spatial, ça coûte excessivement cher. Et c'est un gros différenciant par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir aussi dans le monde du numérique. Nous, dès qu'on va parler de matériel et de tests, on va avoir des dépenses astronomiques, j'ai envie de dire. Donc effectivement, on est en réalisation d'une levée de fonds. On est sur 15 millions d'euros actuellement.
pour pouvoir mener à bien le développement de notre moteur et donc le faire voler en 2025. Merci. Donc la levée de fonds, c'est un sujet que connaît bien Alexandre, puisque Kineis a levé 100 millions d'euros en 2020. Donc il y a une autre start-up qui a été capable de faire pareil, c'est Loft Orbital. Après, les autres sont un peu plus loin derrière. Donc Kineis, spin-off de CLS, si je peux dire. Donc la suite du programme Argos. Ça fait l'IoT. Qu'est-ce que ça fait de plus qu'Argos, l'Argos historique? Bonjour, voilà, très bien. Merci Eric. Donc Alexandre, président de Kineis. Donc Kineis, c'est un opérateur satellitaire et fournisseur de connectivité globale pour l'Internet des objets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on possède et on opère des satellites en orbite basse, 600 à 800 km, et ça permet de connecter tout un tas d'objets autour de la Terre. Donc ça va du suivi d'animaux sauvages pour des scientifiques pour étudier les migrations animales. Donc ils connectent des tortues, des ours polaires, des rennes, un peu ce qu'on veut. Au suivi de bateaux de pêche pour les autorités de pêche pour éviter que ces bateaux aient des zones de pêche illégales. Et puis il y a du suivi de transport logistique. On suit les camions de la Croix-Rouge, on suit pas mal de trucs. Grâce à ces satellites. Donc il y a des petits capteurs qui sont mis sur ces objets-là et les satellites récupèrent les données et les retransmettent sur Terre. Donc effectivement, Kineis, c'est issu d'une histoire un peu particulière. C'est une levée de fonds, mais qui est un peu spéciale, si j'ose dire. On n'est pas passé par les étapes entre guillemets ordinaires de on fait un seed et puis une levée en série A, en série B, etc. On a tout de suite fait nous, notre série A, elle était de 100 millions, donc c'était quand même une bonne série. Et en fait, effectivement, on a été créé au sein de CLS. CLS, c'est une entreprise qui a été créée au milieu des années 80. C'est une super belle histoire, qui a été créée par le CNES, justement, qui est la vision, une fois de plus, à ce moment-là, pour commercialiser le service Argos. Argos, c'était effectivement donc quelques satellites en coopération institutionnelle. C'était une coopération franco-américaine, d'ailleurs, à la base, entre le CNES et puis les agences spatiales et océanographiques américaines. Donc, ils lançaient des satellites, les Américains, et puis le CNES a dit, tiens, je vais profiter du satellite, je vais mettre une charge utile dessus, qui s'appelle Argos, qui permet de connecter des objets. Et puis voilà, on fait une coopération comme ça, on crée une société qui va commercialiser tout ça, qui s'appelle CLS. Et donc, ils ont créé CLS au milieu des années 80, une dizaine de personnes, qui a fait son chemin et qui, 35 ans plus tard, fait 800, 900 personnes, 170 millions de chiffre d'affaires, et qui aujourd'hui fait à peu près tout sauf de la connectivité Argos, qui fait plein d'applications à partir de données spatiales. Et en fait, au milieu des années 2010, Argos était 7 satellites, ce qui est pas mal, mais ce qui n'est pas dingue non plus, c'est-à-dire que dans les années 90, il n'y a que ça comme connectivité, il n'y a pas de téléphone sans fil, il n'y a rien. Donc, un truc qui permet de connecter n'importe quoi, n'importe où, c'est quand même super intéressant. En 2015, tout le monde a des smartphones, il y a du Wi-Fi, il y a de la 4G, et puis il y a des constellations américaines qui connectent pas mal de trucs. Et du coup, Argos commençait à perdre un petit peu de son intérêt d'un point de vue compétitif. Et donc là, CLS, avec le CNES, a pris le taureau par les cornes et s'est dit, OK, soit on laisse le truc mourir de sa belle mort, soit on fait quelque chose de complètement révolutionnaire et différent. Et donc, on relance suffisamment de satellites pour avoir des performances intéressantes, parce que cette satellite, c'est bien, mais en fait, il y en a un qui passe au-dessus de la tête comme ça pendant 10 minutes, vous pouvez envoyer un signal, et puis le suivant, il arrive dans 2 heures, 3 heures, 4 heures quand vous êtes à l'équateur. Quand vous suivez une tortue, ce n'est pas très grave d'avoir un point tous les 4 heures, mais si vous suivez un conteneur réfrigéré, que vous voulez avoir une info dès qu'il tombe en panne, c'est un peu long. Et du coup, le marché de l'IoT, c'était plutôt du temps réel ou du quasi-temps réel, donc avec des délais plutôt de l'ordre de la dizaine de minutes que de plusieurs heures. Et donc c'est comme ça qu'est né Kineis, et donc au sein de CLS, on a créé le projet Kineis. Donc on a fait un peu d'intrapreneuriat, on va dire, et puis au bout de 2 ans, on a créé la filiale, parce qu'on s'est rendu compte assez vite qu'il fallait lever des fonds pour financer des satellites. Et donc c'est comme ça qu'on a créé Kineis. Et donc on a fait cette levée de fonds effectivement de 100 millions d'euros. Pardon, j'étais un peu long, mais pour pouvoir financer la constellation qu'on lance l'année prochaine au printemps. Donc on a hâte, ça y est, depuis 2020. Donc 25 nanosatellites qu'on lance depuis la Nouvelle-Zélande avec Rocket Lab. On fait 5 tirs de 5 satellites. Donc on a acheté 5 fusées rien que pour nous. Et donc voilà. Et donc dans ce financement, de manière intéressante, dans cette levée de fonds, pourquoi elle est un peu particulière? D'une part parce qu'elle est un gros montant tout de suite. Ce qui est dans le spatial n'est pas inintéressant du reste, parce que, comme on le disait tout à l'heure, les capex sont quand même très élevés. Et elle est un peu moins de la moitié publique, un peu plus de la moitié privée. Et côté public, le CNES donc, a mis de l'argent. Pourquoi j'ai fait tout ce long détour par CLS? C'est que l'argent qu'a mis le CNES, en fait, c'est l'argent d'une partie de la vente, d'une partie des parts du CNES dans CLS. C'est-à-dire que le CNES a créé CLS, et donc c'est une filiale, un actionnaire.
en 2020, le CNES a toujours donc des parts dans CLS, mais il a vendu un petit paquet. Et comme CLS s'était très bien développé sur du long terme, sur 30 ans, le CNES a fait une très très grosse plus-value, dont je ne détaillerai pas le montant, mais qui lui a permis du coup de réinvestir dans Kineis. Et donc je trouve que c'est un schéma assez intéressant en termes de gestion patrimoniale publique, qui permet du coup d'enclencher des opérateurs privés et de les mettre sur étrier de manière assez intéressante. Alors, il y a plein d'autres constellations. Il y a Starlink, il y a Kuiper, donc des milliers de satellites. Est-ce que Kineis est encore utile? Évidemment, déjà on n'est pas cher. Et c'est un peu comme, c'est vraiment le domaine de l'IoT. C'est LoRa par rapport à la 3G, la 4G. Et donc, on fait des petits objets, là, j'ai amené, là, on a toujours... Ce qu'on fait, on fait des petits modules comme ça, là, 2 cm par 3, ça vaut 15 € en série. Donc on prend ça, on met un petit capteur, une petite antenne, un petit boîtier, et ça fait un device qui se connecte au satellite partout autour du monde, sur 100% de la surface de la planète. L'avantage de ça, c'est que ça fait des objets qui durent des années sans qu'on ait besoin de les recharger. Donc on fait des objets qui sont pas chers, qui sont petits, qui sont très autonomes et qui permettent de remonter donc peu d'informations, mais c'est vraiment le segment de marché. Des Starlink, vous allez avoir effectivement, on peut regarder Netflix au milieu de l'océan si vous voulez. On peut questionner l'utilité, mais au-delà de ça, en termes de positionnement de marché, le device, il ne ressemble pas à ça. Si vous avez déjà du Starlink, c'est une petite antenne qu'il faut brancher sur du courant, qui marcherait très bien, hein, mais du coup, vous n'allez pas suivre une tortue avec un truc Starlink, ni un container, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas du tout économique et ce n'est pas du tout fait pour. Juste pour avoir un ordre de grandeur, les plus petites balises que vous mettez sur quoi? C'est sur des oiseaux? Ouais, alors ça c'est le truc qu'on fait de série, mais effectivement on a des artisans de la balise Argos qui font des trucs qui font la taille d'un ongle de pouce, qui font 3,5 grammes et qui permettent de suivre des coucous de 100 grammes sur des années. Donc pour la petite histoire, vous pourrez chercher Max la cigogne dans Google, et donc il y a des scientifiques qui ont suivi une cigogne pendant 12 ans entre la Suisse et puis le Sahara, là, enfin le Maroc, et la cigogne est morte avant la balise. Donc voilà. Merci. Le dernier intervenant, donc Alexis. Donc, Alexis, alors, tu es chef de projet Spaceship au CNES et tu t'occupes également de Tech the Moon. Donc là, on part dans une autre dimension, l'exploration de la Lune, l'exploration de Mars. Quel est l'objet de Spaceship, par exemple? Alors, l'objet de Spaceship, oui, je suis à l'exploration robotique et les vols habités. Il y a un projet qui s'appelle Spaceship qui, je dirais, d'avoir une vision à long terme de 15-20 ans pour faire de l'exploration, non pas sur la Lune, mais sur Mars. Mais bien sûr, pour aller sur Mars, il va falloir faire une preuve de fonctionnement, une preuve de conception. Et cette preuve de conception, on la voit sur la Lune. Aujourd'hui, dans toutes les feuilles de route qui existent de manière internationale, qui travaillent sur l'exploration et les vols habités, on voit très bien que la Lune est un point fondamental pour aller vers Mars dans peut-être 20, 25 ans, 30 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment un point pivot. Pour cela, donc, il faut amener des technologies sur la Lune, afin d'amener la France sur la Lune, pour qu'on puisse être reconnaissant, parce que la France, bien sûr, elle doit être une forte puissance spatiale. Et donc le projet Spaceship, il est né de là, pour valoriser nos technologies françaises avec un montage qui est un petit peu particulier, c'est-à-dire on cherche absolument des cofinanceurs pour amener ces technologies. C'est-à-dire que l'ouverture vers la Lune, c'est pas comme sur l'ISS. L'ISS, en fin de compte, vous montez différents équipements, vous montez de la nourriture, vous montez tout un tas de choses, et au bout de quelques mois, vous en avez plus besoin, donc vous pouvez presque les redescendre sur Terre ou alors les cramer dans l'atmosphère. Si on va sur la Lune, ce sera de manière plutôt permanente, parce qu'il faut bien sûr, c'est assez loin. Si on va vers Mars, c'est exactement la même chose. Un transit vers Mars aujourd'hui, c'est 9 mois avec la propulsion que l'on connaît. J'espère que ça pourra diminuer dans l'avenir avec d'autres types de propulsion. Mais en tout cas, partir vers Mars, c'est vraiment de l'autonomie presque complète. Travailler du coup dans l'exploration en autonomie complète, ça nous ouvre des briques fondamentales. Et ces briques aujourd'hui, c'est tout ce qui est support vie. Donc le support vie, c'est traitement de l'eau, traitement de l'air, traitement des déchets qui soient à la fois organiques et inorganiques. C'est travailler sur le domaine du médical, mais en téléopéré, c'est-à-dire que l'on amène presque toute la technologie, non pas sur Terre avec un segment sol, mais qui serait basé sur Terre, mais ce segment sol, on le déporte sur la Lune ou vers Mars.
parce que on n'aura que 6 astronautes, vraisemblablement quand on sera là-bas, et bien sûr, ils vont avoir besoin d'aide. Et donc, tout ce qui va être numérique associé pour ces astronautes, pour de la supervision, pour de l'aide cognitive, pour tout un tas de choses, c'est des sujets aujourd'hui que l'on regarde au niveau santé. Ensuite, il y a l'utilisation des ressources locales, bien sûr pour produire local, donc que ce soit sur la Lune avec l'utilisation du sol lunaire qui est du régolithe. Dans ce régolithe, vous avez de l'oxygène, vous avez des métaux rares. Donc c'est utiliser, je dirais, des procédés de fabrication qui vont permettre de réutiliser et d'utiliser de manière locale ces différents équipements pour être le plus, je dirais, sustainable, mais pour en tout cas éviter les fréquences cargo. Étant donné que l'ISS, c'est tous les mois, on monte un cargo pour ravitailler en eau, en air, etc. Si on va sur la Lune, on voit très bien que le prix pour aller sur la Lune, c'est pas tout à fait le même prix que pour aller sur l'ISS. Il faut faire un facteur 10. Donc, il faut réduire les fréquences cargo. Donc, on envisage plutôt des fréquences cargo tous les 6 mois. Si c'est Mars, c'est presque une autonomie permanente, mais avec des tirs tous les 18 mois en fonction des fenêtres de tir qu'il y a dans la conjonction Terre-Lune. Terre-Mars, pardon. Alors, tu as dit dans une interview, l'une des sources de pollution, non mais il est célèbre, une des sources de pollution c'est l'homme, et donc il faut qu'on arrive à recycler le plus possible. Donc en fait le problème c'est ça, c'est dès qu'on va quelque part on pollue, Exactement. on amène nos bactéries, on amène tout un tas de choses qui vont polluer la planète, qu'on va coloniser. Donc l'enjeu c'est vraiment le recyclage. L'enjeu, c'est le recyclage, exactement. Alors, je ne sais plus si j'avais dit que l'homme était un pollueur, mais sûrement, si tu l'as lu. Mais c'est vrai, à chaque fois, l'homme est anthropique, de toute façon. Donc, à chaque fois où il va quelque part, il crée l'entropie, pour ne pas dire un autre mot. Donc, en fin de compte, il faut recréer un peu de l'ordre là-dedans. Et l'idée qui est derrière, c'est d'utiliser donc, ces déchets. Et bien sûr, ces déchets, ça va devenir des ressources. Sinon, on va pas avoir ce fameux cercle vertueux qui soit du carbone ou de l'azote ou de tout un tas d'autres choses que vous connaissez. Donc, travailler, je dirais, sur nos déchets, c'est quelque chose qui est hyper important pour revaloriser les activités. Moi, j'ai quelques exemples, notamment, donc, on peut parler des urines. L'urine des astronautes, elle peut servir à la fois dans un traitement pour avoir de l'eau, mais aussi on peut récupérer ces urines, créer ce qu'on appelle des fibres biosourcées qui sont des PHA, et utiliser ces fibres biosourcées pour les mettre dans des imprimantes 3D qui ensuite permettront de créer des objets pour le bien. Je sais pas, un jour tu as besoin d'une clé Allen, et tu peux la fabriquer avec ton imprimante 3D, et le lendemain tu n'as plus besoin de cette clé Allen, tu as besoin d'une fourchette, et tu as ton process pour revenir dans un autre contexte. Donc c'est tout à fait ça, c'est essayer d'être le plus responsable sur cette activité. D'accord, donc vous avez un programme, je sais pas, d'accueil de start-up ou d'enrôlement de start-up. Est-ce que c'est connecté avec Connect Bikeness? Philippe en a parlé. Philippe a parlé donc dans la roue que vous avez vue tout à l'heure, il y avait 2 logos. Donc il y en a un qui était émergence avec Spaceship et il y en avait un autre qui était en bas avec incubation, donc avec Take the Moon. Donc Spaceship s'occupe de Take the Moon, donc tout ce qui est, je dirais, idéation, création d'incubateurs. Donc c'est par l'intermédiaire de Philippe et de son équipe qui a créé Take the Moon. Et après, donc il y a la version, je dirais, projet, programme et application, donc qui est chez moi, dans lequel on accueille donc les startups incubées de Take the Moon pour les aider pendant 1 an. Pour développer leur idée. Donc, la première cordée, on avait 5 startups qui ont été mises à l'honneur en 2021. L'année dernière, on en avait 4. Après, aujourd'hui, on envisage d'aller plus loin parce que le Take the Moon, pour voir si ça fonctionnait, on était resté dans un mode régional, Occitanie. Maintenant, on voit on a plusieurs candidatures quand même qui viennent d'autres régions françaises, même des dom-tom, pour justement valoriser leurs entreprises, donc d'avoir un programme national. Et c'est quelque chose que Philippe, je dirais, s'attelle au quotidien pour que ce programme devienne national et ainsi qu'on puisse, alors on pense doubler en tout cas le nombre de startups qu'on pourra accueillir, donc passer de 5 à 10 d'ici peut-être 1 an. Enfin, je ne sais pas, on verra en fonction des candidatures et des profils. Donc, quand elles sont incubées, elles vont se faire accélérer après au district. Est-ce que le district accompagne les entreprises pour leur levée de fonds? Est-ce que ça fait partie de votre offre? Ou comment vous positionnez pour aider les entreprises sur ce sujet? Oui, absolument, je l'ai mentionné. Du coup, on a des experts au sein d'Aerospace Valley qui aident les entreprises du district
à se connecter avec aussi bien des business angels, des investisseurs, des fonds d'investissement, régionaux, nationaux, mais aussi européens, puisqu'il faut aller voir un peu plus loin quand on lève autant d'argent. Et voilà, donc oui, effectivement, ça fait partie de l'offre District Aerospace Valley. Oui, je profite justement sur les business angels de citer qu'il y a donc il existe un groupe régional de business angels qui s'appelle Capital Angels, et il y a une spin-off de Capital Angels qui a été créée qui s'appelle Aerospace Angels, qui s'occupe de tous les financements donc par des business angels sur tout ce qui touche l'aéronautique et le spatial. Donc Mathias me fait signe, il n'a pas encore sorti d'armes, mais je sens que ça commence à chauffer. Donc je voudrais en quelques mots de conclusion que vous me disiez pour les startups, de quoi vous auriez besoin de la puissance publique pour continuer, et où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans, et donc pour les institutionnels, donc vous, comment vous visualisez le New Space, pareil, dans les 5 ans qui viennent. Je peux commencer par Marie-Laure qui a pris le micro. Je vais commencer, effectivement, je vais rebondir sur ce qu'a dit Alexandre quand je t'ai entendu dire que vous alliez lancer en Nouvelle-Zélande avec Rocket Lab. Donc l'idée, c'est que d'ici très peu d'années, on soit capable, nous en France, en Europe, de proposer des services de lancement maintenant pour toutes les startups, pour toutes les entreprises qui en auront besoin. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'arriver à passer le cap du développement du moteur, à trouver également un accompagnement dans de la commande publique pour nous permettre d'avancer dans nos développements, qui, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, sont très, très demandeurs de capitaux. Et donc, dans 5 ans, voilà, j'espère qu'on sera capable de fournir tous les systèmes propulsifs nécessaires pour répondre à la demande. Merci. Alexandre, une G2 de Kinéis? On y pense forcément parce que c'est des choses qui se préparent sur long terme, mais là, à court terme, on est quand même très, très, très focusé sur le lancement de ce qu'on fait l'année prochaine. Et côté puissance publique, c'est ce que tu viens de dire. Les contrats et la commande publique, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en termes d'outils. Enfin, le capital, c'est bien, mais un contrat, c'est encore mieux, et c'est mieux que de la subvention parce que ça nous force à produire, ça nous force à finaliser un produit, servir un client, etc. Et au-delà de la référence, c'est surtout que même en interne, en fait, ça nous fait faire autre chose que simplement réfléchir entre tech et faire des trucs qui peut-être ne répondront pas à un marché. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important, je pense. Et voilà, avec France 2030, je pense qu'on a tous les outils pour ça. Côté les domaines d'application les plus prometteurs en fait, du New Space pour TechZoom? Alors, pour Tech the Moon, nous, on a des secteurs qui sont pas la propulsion, mais qui sont plutôt quand on est sur la Lune. Donc, du coup, c'est médical, je dirais, c'est tout ce qui est lié à l'astronaute. Ensuite, je dirais peut-être pour synthétiser, pour moi, ça se symbolise en 3 mots, c'est inspirer, fédérer et accompagner, c'est-à-dire inspirer via ce que l'on est en train de faire au CNES, notamment créer des startups. On a vu des spin-offs avec Kinéis. Fédérer cet écosystème pour que justement on soit fort en tant que nation pour proposer des solutions en tant qu'exploration et volabilité, et accompagner. Alors ça, c'est ce que nous on fait au quotidien, c'est-à-dire qu'on essaye d'apporter notre expertise spatiale avec des acteurs qui aujourd'hui ne travaillent pas dans le domaine du spatial. Donc bien sûr, on travaille avec des personnes comme Airbus, Thales et autres, les grands, je dirais les grands du spatial, mais on a également d'autres entreprises qui n'ont rien à voir avec le domaine du spatial et qui ont besoin du spatial pour aller vers, je crois que le titre c'était Au-delà ou vers l'infini, et justement aller vers la Lune et vers Mars. D'accord. Sophie, en 2 mots, les ambitions du district? Oui, je pense qu'au niveau de l'accompagnement à 5 ans, ce qu'il faut, c'est de la coopération surtout, et à l'échelle européenne, pas seulement régionale ni nationale, étant donné que quand on regarde ce qui se passe du côté du programme spatial chinois, par exemple, ou SpaceX, c'est quand même assez costaud. Donc voilà, moi, ce serait encourager la coopération justement entre tous les acteurs et à l'échelle européenne. Philippe, donc Connect by Kinéis national, mais en fait pas métropolitain, parce que vous avez déjà des activités ultramarines. Oui, tout à fait. Oui, on est une agence gouvernementale, donc effectivement, c'est national mais ultramarine.
Notre objectif, c'est vraiment que le New Space français soit à toute sa place au sein du monde. Je vais rebondir sur un point au niveau des financements. On voit bien que le financement, c'est un enjeu important pour l'ensemble des acteurs. C'est pour ça que nous, au sein de Connect Blackness, on évolue, on fait évoluer un peu notre programme. On a créé le club des investisseurs Space League qui a été annoncé à l'IAC l'année dernière. L'objectif de ce club des investisseurs, c'est de réunir tous les investisseurs, d'en faire un club et de leur faire la promotion du spatial pour les inciter à investir dans des startups ou dans des sociétés spatiales. Donc en fait, c'est vraiment... voilà. Merci. On termine cette note d'optimisme. Vous pouvez les applaudir chaleureusement et les remercier.